Nous sommes conscients qu'il n'est pas facile de gouverner et de diriger. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. Bienvenue. Aujourd'hui, notre exploration nous emmène au Togo. On va se pencher sur la gouvernance de Faure Gnassingbé en s'appuyant sur un article, au titre assez direct, La gouvernance de C'est moi ou personne a détruit le Togo. L'idée, c'est de comprendre un peu le parcours décrit dans cette analyse. Oui, tout à fait. Ce texte, il propose vraiment une lecture, disons, critique d'une évolution politique sur presque 20 ans. Ça part des débuts, avec les espoirs, les tensions aussi, jusqu'à la situation d'aujourd'hui que l'article juge très problématique. Il met en lumière des moments clés, des changements de cap selon cette perspective. Alors justement, les débuts. L'article les dépeint comme assez contrastés, non? Il y a 2005, bien sûr, un contexte très tendu, les violences post-électorales, un certain scepticisme au départ, se surnomme Faure-Vie. C'est ça. Et puis, le texte note qu'ensuite, pendant le deuxième mandat, il y a comme une phase différente, plus axée sur le développement visible des routes à Lomé, le port. Il y a même eu un certain optimisme, le retour de membres de la diaspora. Oui, mais l'article rappelle aussi que ça s'est fait sur fond d'élections toujours contestées. Et puis il y a eu ces affaires, les incendies des marchés de Lomé et Kara. Ça reste une ombre au tableau d'après le texte. Exactement. C'est cette dualité que l'article souligne pour cette période. D'un côté, une volonté affichée de normaliser, de développer, avec d'ailleurs un certain encouragement international au début. Mais de l'autre, une légitimité qui restait fragile depuis le départ, et ces événements troublants comme les incendies, qui ont vraiment jeté ce que l'article appelle une épaisse zone d'ombre. Et puis, on arrive à un moment que l'article présente comme un vrai basculement. Après les grandes manifestations de 2017, celles initiées par le PNP de Tikpi à Chadam. Qu'est-ce qui change fondamentalement là, selon cette analyse ? Alors là, l'analyse présentée suggère une réaction très, très dure du pouvoir. Une réaction face à une contestation qui l'aurait sérieusement fait vaciller, pour reprendre les termes. Du coup, le focus se déplacerait. Moins de développement affiché, plus de contrôle. Ah oui, c'est-à-dire ? Le texte décrit un verrouillage de l'espace public, la presse indépendante qui serait muselée, des arrestations qualifiées d'arbitraires, et il insiste beaucoup sur la corruption, l'impunité, qui deviendrait, selon cette lecture, non plus juste des problèmes, mais carrément des outils pour garder le pouvoir. D'accord. Et cette tendance, elle s'accentuerait encore pendant le 4e mandat. L'article parle même d'un sentiment d'abandon du pays. La vie chère, les services publics en mauvais état, le chômage. Oui. Et c'est là que l'article pointe un paradoxe assez fort. D'un côté, ce sentiment d'abandon, cette vie difficile décrite, et de l'autre, des notes internationales plutôt correctes, voire bonnes. C'est curieux, ça. Comment l'article explique ce décalage ? Il le présente comme un signe d'une déconnexion croissante entre la gestion macroéconomique validée à l'extérieur et puis le vécu quotidien des Togolais, décrit comme de plus en plus dur. Et c'est dans ce contexte, toujours selon l'article, qu'arrive la réforme constitutionnelle très controversée de fin 2024, début 2025. Ah oui, le passage à la 5e République. Exactement. Présenté par le texte comme l'aboutissement de cette concentration du pouvoir, on aurait un Premier ministre, l'ancien président, avec des pouvoirs jugés quasi illimités, sans limitation de durée et sans passer directement par les urnes pour cette fonction précise. Ça pose, selon l'auteur, de sérieuses questions sur la nature même du régime. Et tout ça nous amène à la période très récente, que l'article décrit comme très tendue. Difficile de former un gouvernement depuis mai 2025, une colère populaire qui gronde, notamment sur les réseaux sociaux comme TikTok. Oui, et le texte mentionne des restrictions d'Internet depuis juin et surtout une répression qui serait devenue violente en juin avec des morts, des blessés, des arrestations. L'auteur y voit les symptômes ultimes de cette gouvernance qu'il qualifie de « c'est moi ou personne ». Donc la critique centrale de l'article, c'est que cette approche très personnelle,
très autoritaire du pouvoir aurait mené le pays à une impasse. Un bilan catastrophique, c'est le terme utilisé. C'est exactement ça. L'analyse pointe du doigt cette concentration du pouvoir sur une seule personne et ses conséquences. Elle questionne aussi l'absence de contre-pouvoir, de mécanismes pour rendre des comptes. Et elle s'interroge sur le rôle ou le soutien continu de la communauté internationale face à ce que le texte décrit comme une dérive antidémocratique. Donc si on essaie de résumer le fil conducteur de cet article, on partirait d'une tentative au début de légitimation par le développement, même si c'était contesté, puis après 2017 et les manifestations, une priorité claire donnée à la conservation du pouvoir par des moyens de plus en plus répressifs, et ça aboutirait à la crise actuelle décrite par la source. Voilà. Et ça nous laisse sur une interrogation assez forte, soulevée implicitement par cette analyse. Si le constat est celui d'une confrontation qui monte, d'un bilan jugé aussi négatif par cette source, quelles sont les perspectives? Où est-ce que cette logique de crispation, telle qu'elle est décrite, peut mener le Togo? C'est la question qui reste en suspens à la fin de cette lecture. Avec succès. Et en même temps, je tiens à dire à tous les Togolais que il n'y a pas de division entre les Togolais. Le seul problème qu'il y a au Togo, c'est la famille Gnassingbé, spécialement, parce que pas toute la famille, spécialement Faure Gnassingbé et son papa. C'est les deux là qui ont mis ce virus-là au Togo. Tous les Kabyens sont au courant. C'est juste que ça prend du temps et je pense que cette fois-ci, tous les Kabyens aussi vont faire quelque chose pour un grand changement dans le Togo. Parce que le nord jusqu'au sud, nous sommes un seul peuple. De Séquencé jusqu'à Aného, nous sommes un seul peuple. Comme Madame Nyakade l'a dit, on veut un Togo nouveau. Et ce Togo nouveau-là, quand Faure va partir, il y aura une transition. C'est ce que nous souhaitons. Et on mettra une constitution ferme en place. Aucun président, que tu sois du nord ou du sud, ne fera plus de 10 ans au pouvoir. Tu fais d'abord 5 ans. Si tu as fait bien, tout le peuple va voter encore pour toi. Tu fais 10 ans. Même si tu as transformé le Togo en paradis, tu partiras. C'est de ça que nous parlons. Je parle de ça tout le temps parce que je sais que c'est ça le plus important. On ne veut plus jamais avoir dans l'histoire du Togo un président qui viendra faire plus de 2 mandats au Togo. Plus jamais. C'est fini. Et cette nouvelle génération-là, le M66, avec les autres, les JTC, il y a plein d'autres, la Marraine, les Ali Akondo, les PNP, les ANC, tout ce qui est parti politique, tout ça, on doit comprendre que c'est le moment de mettre vraiment un système en place pour tous les Togolais. On attend encore aussi les vidéos de tous les leaders politiques de faire appel à leurs partisans.